Salut et bienvenue pour cette seconde partie de la série de vidéos que j'intitule Le petit monde merveilleux des séries d'animation françaises. J'avais terminé la vidéo précédente en évoquant une forme de censure. Avant d'essayer d'expliquer pourquoi elle est aussi forte aujourd'hui, il est important, je pense, d'essayer de préciser ce dont on parle. Qui exerce la censure et de quelle manière? De quel type de censure s'agit-il? Et qu'est-ce que ça implique côté création? Les faits, c'est que dans tout ce qui est produit et destiné aux enfants de 10 ans et moins, on ne s'autorise pas à tout montrer. Ce qui suppose une première chose, que les enfants n'ont pas le recul pour tout comprendre d'eux-mêmes, et ou que les parents ne sont pas forcément là pour les y aider. Ce qui implique une deuxième chose, que ce manque de recul et cette vulnérabilité à ce qu'ils voient et entendent peuvent avoir des conséquences néfastes pour eux. Ce qui suppose une troisième et dernière chose, que tout créateur et diffuseur est responsable du programme qu'il propose à son public, quel que soit le public, mais a fortiori s'il s'agit d'enfants. Les dessins animés pour enfants se devraient donc d'obéir à une certaine morale, pour éviter de les exposer à des choses comme, par exemple, le sexe ou certains niveaux de violence. Là, vous allez peut-être me dire que vous aviez vu un film d'horreur quand vous étiez petit et que ça vous a pas traumatisé, au contraire. C'est juste, mais c'est pas du tout la question. Chaque personne du public a une sensibilité différente. Les enfants peuvent réagir différemment à ce qu'ils voient, et les adultes ont tous des façons différentes d'élever les enfants. Mais quand tu crées, surtout pour des enfants, forcément tu te retrouves mis en position de décider arbitrairement de ce qui peut être montré ou pas. Et donc forcément, tu te retrouves en position de censeur, que tu laisses tout passer ou rien du tout. Alors, qui exerce la censure dans les dessins animés? Celui qui va apparaître le plus en position de censurer les choses, et donc celui qui aura le mauvais rôle, c'est le diffuseur. Le diffuseur, c'est celui qui met le plus d'argent dans le budget d'une production. C'est lui qui a la responsabilité de faire se rencontrer le programme et le public, et c'est lui dont l'image va être attaquée s'il y a un problème avec le programme. Le diffuseur valide donc chaque étape de la création pour que le programme corresponde à sa ligne éditoriale et aux attentes de son public. Le CSA peut aussi avoir un rôle de surveillance, de censure et de sanction. C'est lui qui édicte certaines règles, comme la classification des programmes en fonction de tranches d'âge, ou fait signer des chartes aux producteurs et aux diffuseurs sur le respect de l'enfance. Et puis, il faut pas négliger le poids de l'autocensure. Moi-même, je bosse dans le milieu côté créatif. Je vais pas autoriser à ce qu'on fasse tout et n'importe quoi pour des enfants. Maintenant, quel type de censure trouve-t-on? Dans un premier temps, il y a cette censure, disons, universelle, parce que sur son principe, du moins, globalement, tout le monde est d'accord. Pas de sexe dans les dessins animés pour enfants, pas de gerbe de sang, pas de torture. Mais la violence, c'est très très vaste. Où mettons la limite de ce qui est trop violent pour un enfant? C'est toute la question et toute la difficulté parce que finalement, on passe notre temps à imaginer les réactions d'un public avec lequel on n'a plus grand chose à voir. Et au nom de la protection de l'enfant, on peut justifier plein de choses. Plus les enfants sont jeunes, moins on peut représenter la violence physique ou mentale. On enlève les gestes violents, puis les paroles violentes, puis les sentiments violents. On en arrive à vouloir éviter de transmettre à l'enfant toute émotion négative. Un dessin animé peut donc souvent devenir un objet très lisse, centré sur les bons sentiments, ce qui n'est pas, en soi, une mauvaise chose. Les bons sentiments, il y a pire comme message pour les enfants ou qui que ce soit d'ailleurs. Mais c'est bien sûr un problème quand c'est tout ce que la création a à proposer. Parce que d'une part, c'est chiant, d'autre part parce que ça nie la capacité des enfants à s'intéresser à autre chose et surtout, ça nie leur intérêt et leur besoin de s'intéresser à autre chose. Ensuite, il y a aussi une forme de censure conjoncturelle. Pour l'instant, on se la tape, mais ça ne devrait pas durer. Pourquoi, par exemple, on n'a quasiment pas de couple gay dans les dessins animés pour enfants, même parmi les personnages secondaires et les personnages d'adultes? Parce que c'est un sujet qui fait encore polémique et qu'un dessin animé qui en parle risque de se faire dégommer par tous ceux et celles qui diront qu'on cherche à corrompre la jeunesse. L'animation, que ce soit côté créateurs, diffuseurs et producteurs, c'est quand même un milieu qui est majoritairement jeune, progressiste et gay-friendly. Alors sachez qu'à peu près tout le monde est dégoûté que les choses n'avancent pas plus vite en matière de représentation dans les dessins animés pour enfants. Le truc, c'est que la télé n'est pas un média précurseur, mais gardons espoir. Il y a quelques années encore, on ne montrait pas dans les dessins animés des familles monoparentales ou recomposées, ni une maman qui travaille et un papa qui pouponne, ni une héroïne qui se bastonne. Enfin vient la censure la plus courante et la plus banale en dessin animé, et à vrai dire la plus casse-couille, celle qui repose sur l'idée de bon exemple. Cette censure s'inquiète qu'un enfant puisse reproduire ce qu'il voit à l'écran. Il faut donc à la fois mettre en avant un certain nombre de bonnes valeurs et de bons comportements, mais surtout il faut veiller à ne pas montrer des comportements dangereux, reproductibles. Par exemple, on va imaginer
vous voulez raconter un épisode avec une partie de cache-cache, des enfants qui jouent à cache-cache. Est-ce que vous pouvez montrer un de ces enfants se cacher dans un coffre par exemple? Ça va dépendre du diffuseur auquel vous avez affaire, mais probablement pas. Car le jeune spectateur pourrait avoir la même idée que le personnage, vouloir faire pareil et se retrouver coincé dans le coffre, de pas réussir à sortir et crever de faim et d'asphyxie parce que les autres ne l'ont jamais retrouvé. Autre exemple, vous devez aussi veiller à respecter la charte du CSA qui vise à promouvoir une alimentation saine et une vie active. Quand je dis que cette censure est la plus casse-couille alors que c'est pas moralement la plus déplorable, c'est vraiment parce qu'elle peut nous amener à plein de situations absurdes. Par exemple, une fois j'avais reçu un scénario dans lequel le goûter que l'enfant sortait à la récré, c'était une tarte aux légumes. Je connais pas beaucoup d'enfants, mais j'ai des doutes sur les tartes aux légumes. Enfin, qu'est-ce que tout ça implique dans la création d'un dessin animé? D'abord, je voudrais insister sur le fait que la contrainte n'a jamais empêché à la création de pouvoir être de très bonne qualité. Et puis, tout ça, ce sont des paramètres à prendre en compte et on peut toujours se battre pour défendre un parti pris. La difficulté, c'est que chaque diffuseur est différent, que ce soit dans sa ligne éditoriale, dans sa cible ou dans sa culture d'entreprise. Certains travaillent avec des psys spécialistes de l'enfance, qui regardent tous les épisodes et les valident ou non. Certains ont des comités éthiques, qui sont mobilisés si un problème particulier se pose avec le contenu d'un programme. Certains ont une mission de service public, qui les oblige à mettre en avant la diversité et l'originalité. Certains ont une liste très précise de ce qui peut et ne peut pas être montré chez eux. Et en fait, en France, malgré ce qu'on peut parfois penser, on est pas mal permissif. C'est plutôt nos voisins qui sont très prudents quand il s'agit de dessins animés pour enfants. Et si en France on a peut-être envie de montrer plus de couples gays, à l'international, pas forcément. Bref, c'est différent d'un territoire à l'autre. Le truc, c'est qu'on ne fait jamais sa série que pour un seul diffuseur, ni pour un seul pays. Ce serait impossible de se financer sinon. Du coup, on se retrouve forcément à devoir concilier des lignes éditoriales différentes, parfois contradictoires, et encore plus dur, on doit concilier des mentalités et des cultures qui parfois ne se comprennent pas. Et alors forcément, plus tu concilies les sensibilités à l'échelle mondiale, plus tu obtiens un dessin animé lisse. Pour terminer, vous allez me dire que tout ça, toute cette censure, quelles que soient ses intentions et ses formes, c'est prendre les enfants pour des cons. Alors, c'est une façon de voir les choses. Une autre façon de voir les choses, c'est que c'est tout simplement pour les protéger, sincèrement. Et puis enfin, je pense que c'est pas tellement prendre les enfants pour des cons que de considérer les parents comme des emmerdeurs. Franchement, faire des blagues de peste de très mauvais goût et c'est un très mauvais exemple pour les enfants. Résultat, on arrête les proutes. C'est vrai que ça n'a jamais fait rire personne les proutes, surtout avant 10 ans. Mon fils a regardé un épisode de votre dessin animé dans lequel il y avait un loup-garou. Il en a fait des cauchemars. C'est un véritable scandale. On annule la diffusion des autres épisodes de la série qui contenaient aussi des loups-garous. Non mais vous n'avez pas honte à faire votre propagande pour votre lobby LGBT truc là. Vous corrompez notre jeunesse. Et c'est pour ça qu'on hésite encore à montrer des couples gays. Vous savez ce que mon fils a fait hier? Il a regardé votre dessin animé, puis après il a sauté du rez-de-chaussée, il s'est cassé la cheville. Vous entendrez parler de mon avocat. On recouvre les personnages d'enfants de protection et un adulte doit toujours être avec eux. Je plaisante pas, ce ne sont pas des citations exactes, mais ça arrive tout le temps et ça a des conséquences immédiates. Je suis convaincue que la responsabilité de la création audiovisuelle n'incombe pas qu'à ses producteurs et à ses diffuseurs, mais aussi à ses consommateurs, qui sont finalement les derniers à exercer une forme de censure sur le programme fini. Ce qui les rend puissants. Si on regarde le programme, c'est qu'on le valide, et ce faisant, on indique qu'on veut bien en voir d'autres du même genre. Si on ne regarde pas le programme, ou qu'on cesse de le regarder, on indique qu'on veut autre chose. Si on regarde le programme, mais en le piratant, on indique que ce n'est pas la peine de prendre des risques à faire et diffuser des séries de qualité, ambitieuses et coûteuses. Et qu'autant se contenter de rediffuser des programmes, peut-être médiocres selon nous, mais qui font plus d'audience que ceux qui, de toute manière, sont piratés. La télé ne cherche pas à faire de la merde. La télé ne prend pas de risque et s'aligne sur ses audiences réelles. La télé fait ce que son public valide en la regardant. Donc au fond, on a la télé qu'on mérite. Le truc c'est que le public du dessin animé, c'est les enfants, mais c'est aussi les adultes qui ont la charge de ces enfants. Et il y en a plein qui sont prêts à dégainer la lettre de plainte et la menace de procès au moindre paix de travers. Et tout le monde s'y met. Je vous avais montré dans la dernière vidéo un extrait de Pickle and Peanut, une toute nouvelle série Disney, irrévérencieuse et un peu trash. La série se fait descendre sur YouTube, pas par des adultes, mais par des ados qui la trouvent bête et de mauvais goût. Alors pourquoi pas? Mais après, faut pas s'étonner si Disney fait machine arrière pour revenir à des programmes plus lisses. Ce qui est hyper frustrant, c'est qu'on n'a même pas cette situation dans tous les supports pour enfants. Le cinéma
cinéma est beaucoup plus intéressant dans ce qu'il a le droit de leur montrer, l'illustration jeunesse est très permissive, et on a une longue tradition de contes et de récits qui n'hésitent pas à aborder des thèmes graves et effrayants. Mais bon voilà, le cinéma, les enfants y sont accompagnés, les contes c'est lu par les adultes, alors que la télé, on considère qu'on doit pouvoir la laisser couler comme un robinet ouvert. Donc forcément, pour certains, il faut qu'elle soit absolument safe pour laisser les enfants devant. Et puis en France, je trouve, on a quand même une certaine mentalité, et si on a une grande tradition de l'image, elle est très élitiste. Vous êtes très coupable en fait, vous et vos producteurs, etc. C'est-à-dire que pour faire beaucoup d'argent, vous avez acheté du manga au kilomètre, pas cher du tout, aux Japonais qui refourguaient ça à bas prix, qui étaient des merdes infâmes, et avec 3 mots de vocabulaire, parce que les mangas c'est quand même ça, c'est 1, une violence incroyable, et 2, 3 mots de vocabulaire. Dans notre société, consciemment ou inconsciemment, on retrouve toujours ça et là l'idée que l'image populaire est quelque chose dont il faut se méfier. L'idée que le dessin animé ce n'est que pour les enfants, donc l'idée que les dessins animés c'est con parce qu'un enfant c'est con, et l'idée que la télévision a un caractère fondamentalement nocif parce qu'elle s'adresserait surtout aux masses et que les masses c'est pas bien. La preuve, c'est que l'animation obtient ses lettres de noblesse du moment qu'elle passe au cinéma, s'adresse un peu plus à des adultes, à un parti pris artistique très original et un scénario de film d'auteur dépressif. Et c'est très personnel, mais je hais cette mentalité française cahier du cinéma. Ça produit des films d'animation magnifiques et qu'on ne verrait nulle part ailleurs, et ça c'est très bien, mais en même temps, ça crache à la gueule du reste, au prétexte que le reste est populaire, au prétexte qu'on ne peut pas y attacher un nom d'auteur en particulier, que c'est fait de manière industrielle. J'espère que les mentalités vont évoluer, parce que pour l'instant, il suffit de pas grand chose pour pousser une chaîne à se censurer, et pour imposer un bon goût dominant. Les parents, les associations de famille et la menace d'un scandale ou d'un procès, ce sont des choses très puissantes. Mais alors, à la fin, pourquoi cette crainte de la prise de risque ? Pourquoi cette autocensure? Pourquoi plier face à une poignée de parents mécontents? C'est la question à laquelle je tenterai de répondre dans la prochaine vidéo, dans laquelle je me pencherai sur l'état du marché de l'animation. J'espère que cette vidéo sur la censure vous a intéressé et je vous dis à la prochaine.全てが美しいのさヘタリアねえ